Elles ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiées, voire statufiées. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Plastique Bertrand. Bam bam, mon ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Tout le monde en a parlé à retrouver Plastique Bertrand à Bruxelles, près du parc du Cinquantenaire. L'heure est au souvenir. Et c'est mon terrain de jeu. Il faut savoir que l'arche doit aller comme ça, et puis à droite, à gauche, il y a un parc. Il y a même 2 parcs. Alors, moi, c'était mon jardin à moi, c'est là qu'on faisait notre connerie d'enfants, tu vois. Et il y avait 2 bandes, un peu comme dans West Side Story, les bons et les mauvais. J'étais parfois dans les bons, parfois dans les mauvais, et on se mettait sur les chevaux là, on était « Ouais, le monde est à nous !» C'est trop bien, quoi. Donc j'adore venir là, quoi. Tout le monde vient se mettre les fesses à l'air là, pour prendre un peu l'air et tout, se bronzer un peu. Ça continue, c'est bien, bon esprit, tu vois. Ça, c'est la Belgique que j'aime, quoi. Bon esprit, quoi. Et en Belgique, Plastique, c'est comme Annie Cordy, une institution. Ça fait plaisir à toi. Chantez une petite chanson. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ouais, c'est comme ça. Ouh, Ça, je veux dire que ça plane. Hein. ça plane pour toi. Moi, je te dis, moi, attends, c'est une histoire d'amour avec les gens, moi, tu vois. Mais, attends, même quand je suis en Belgique, parce que j'habite un peu partout, mais quand je suis en Belgique, chaque fois, tu vois, c'est chaque fois, bisous, chouette, un klaxon, tu vois, toujours gentil. Là, on arrive à ce qu'on appelle la demi-lune, donc c'était l'endroit des amoureux. Et là, c'était les premiers flirts, mais c'est vraiment le premier bisou avec la langue et tout. C'est là que ça se passe, quoi. Et direction les arts les plus nobles, Plastique nous emmène au Conservatoire Royal de Musique. Pendant 6 ans, j'étais là, quoi, tous les jours. Et j'ai un souvenir, j'ai un prof qui était génial et qui avait pigé le truc, quoi. Il savait que j'étais un mec un peu différent, mais il m'a vraiment permis de faire des choses incroyables. J'ai joué avec des percussions de Strasbourg, ça me passionnait, quoi. La visite souvenir se poursuit dans un Bruxelles que Plastique connaît bien. Bon, je vous emmène dans un lieu que j'adore, ça s'appelle les Galeries de la Reine. Et c'est un lieu que je connais vachement bien parce qu'il y a un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Galeries. Et j'étais régisseur dans ce théâtre pendant, je sais pas, peut-être 5-6 ans. Des gens comme Jean Marais, enfin les plus grands, Jean Le Poulain, enfin les très grands comédiens français venaient jouer là. Et toi et moi, de haut de mes 20 ans, je notais les entrées en scène, les sorties. Monsieur Jean Marais était très bien, Monsieur Jean Le Poulain est arrivé en retard. Attends, c'est quand même démentiel, tout ça quand t'as 20 berges, quoi. Direction maintenant le Cirque Royal de Bruxelles pour des répétitions. Ce soir, en effet, Plastique participe au concert des Restos du Cœur de Belgique. Et bien évidemment, les fans l'attendent. Très bien que les places sont pas chères, elles sont... Enfin, pas chères, elles coûtent genre une trentaine d'euros. Mais on sait que ça fait 10 repas déjà, chaque fois qu'on achète une place, 10 repas. Pour nous, c'est très important parce que vraiment, la galère, ça peut se passer pour tout le monde. Là. Une belle brochette de stars francophones est là. Ce soir, Plastique Bertrand va chanter en duo avec l'âme. C'est bien ? Ouais, super. Ça se passe bien ? On va répéter ? Ouais. Good.
Et la chanteuse se prend au jeu des souvenirs d'enfance. Je devrais pas le dire, mais mes premières booms... Arrête de dire ça, quoi. on dansait sur Placide Bertrand. Et que vont-ils chanter ce soir? Can't take my eyes off you. Ah, c'est... C'est un grand classique, tu vois, du rhythm and blues des années 60. Le spectacle va bientôt commencer. Et comme un réflexe pavlovien, en Belgique, quand on dit Plastique Bertrand, on chante. Ça plane pour moi, nanana, ça plane pour moi. La salle se remplit. En coulisses, Plastique Bertrand se chauffe la voix et tout de rouge vêtu. Il est prévu qu'il mette le feu. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Après 30 ans de succès, de toute évidence, ça plane toujours pour Plastique Bertrand. Mais n'a-t-il pas envie d'ouvrir de nouvelles portes musicales ? Et maintenant, la lumière se rallume sur Plastique Bertrand. Plastique, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Alors, Plastique Bertrand, de votre vrai nom, Roger Allen François Jouret. Ouais. Vous êtes né le 24 février 1954 à Bruxelles, d'un père français et d'une mère ukrainienne. Alors votre mère, en fait, elle avait été déportée en Allemagne. Et mon père est français, il fait la guerre, quoi. Ouais. Il se fait choper, et puis ils se retrouvent tous les deux dans un camp de concentration en Allemagne. Et puis un coup de foudre total. C'est l'amour, quoi. C'est dingue. Et quelques jours avant la libération, il pique un vélo, il se retrouve à Bruxelles le jour J, quoi. Ouais. Et là, bon, on est resté en Belgique, et on est resté là, et on a fait notre vie là-bas, quoi. Ouais. Mais ça, c'est une belle histoire d'amour. Très hein. belle histoire. Alors, à 9 ans, donc, vous êtes chez les scouts et vous montez votre premier groupe où vous êtes chanteur et batteur. Ouais. Ça s'appelle le Bison Scout Band. Oui. Hein? On se faisait les booms, on se faisait les meufs, on se faisait tout, quoi. Alors, la spécialité, c'était la reprise des Stones. Hein. Ouais, les Stones, parce qu'on était soit, à l'époque, on était soit Beatles, soit Stones. Alors ensuite, vous formez les Pélicans qui se produisent dans des booms. Ensuite, ce sera Passing the Time. Alors, Passing the Time, là, vous écumez les bars, les clubs, les festivals des côtes belges et hollandaises. Ça devient sérieux, parce que on est repéré par une radio qui s'appelle Radio Caroline, qui est une radio pirate. Ouais. Et comme on jouait déjà avec les groupes précédents, ils nous repèrent et on commence à tourner pour eux dans tous les bars de la côte belge, de la côte hollandaise. Ouais. Et ça commence à être du professionnel, quoi. Et en 1973, à 19 ans, vous entrez au Conservatoire royal de musique de Bruxelles en percussion, solfège et histoire de la musique. Ouais, moi je voulais faire des études complètement classiques, quoi. Moi ce qui m'intéressait c'était la musique contemporaine, plus que la musique rock à la limite. Si ce n'est que le punk m'a chopé dans ma vie. Mais ce que je voulais faire, c'est vraiment être un musicien vraiment qui s'intéressait plutôt à Stockhausen plutôt qu'aux Sex Pistols au départ. Et là, en plein mouvement punk, vous montez un groupe qui s'appelle Hubble Bubble, qui joue sur des petites scènes, dans les arrière-salles de café. Ouais, c'est la grande ambiance punk, vraiment, où il faut surtout pas qu'on gagne de l'argent, il faut surtout pas qu'on emploie du matériel très très cher, il faut surtout pas qu'on fasse des accords compliqués, il faut surtout pas qu'on se prenne pour des stars. Et on joue dans les endroits les plus pourris, quoi. Et c'est ce qui m'amuse le plus au monde. Ouais. Sur scène, vous incarnez un personnage assez proche d'Orange Mécanique, hein, Malcolm McDowell. Ouais, parce qu'au contraire du mouvement punk où les gens ont des cheveux en pétard et tout, moi j'ai les cheveux plaqués à l'arrière, très très durs, vraiment maquillés très très fort. Pas du tout l'image punk qu'on peut avoir aujourd'hui avec la crête. Au contraire, un personnage très très stylisé, déjà rien à voir avec l'icône punk et Smiley qui était Plastique Bertrand après, quoi. Ouais. Et puis un jour, lors d'un concert au bord d'une piscine qui puait le chlore, dites-vous, un producteur reste jusqu'au bout. Oui, c'est fait le chlore et le sperme aussi, parce que c'est un espèce de lupanar, quoi, faut le dire, quoi. Et c'était le seul producteur qui nous a invités à jouer dans un endroit vraiment un peu bizarre. Mais là, on a invité des éditeurs, et ces éditeurs, en fait, il y en a 3 qui sont venus, 2 sont parés très très vite, et le 3e nous a signé. Voilà. Vous vous retrouvez dans un minuscule studio, près de la gare du Nord à Bruxelles, pour enregistrer votre premier album qui sera distribué par Barclay en 1975. C'était incroyable de se retrouver chez Barclay, quoi. Alors qu'on sort de rien, vraiment. Ouais. Et tout d'un coup, c'est Barclay qui sort nos disques. Étonnant, quoi. Mais
dans votre idéologie punk, en fait, avoir une maison de disques, toucher des royalties, c'est péché. C'est pas no future. Non, quoi. non, c'est pas beau. C'est vraiment l'inverse de ce que le punk voulait dire. Voilà. Alors, la naissance de l'album correspond à la mort du groupe, en fait, et d'autant plus que la mort frappe pour de vrai avec celle de Daniel Massard. Mon bassiste, en rentrant d'une répétition, il se fracasse la tête, enfin il se fracasse en bagnole et il reste pendant 6 mois dans le coma. Et comme Hubble Bubble, c'était un trio, on reste 2 et puis on le regarde mourir lentement pendant 6 mois, quoi. C'est atroce. Et ça veut dire que c'est la fin, absolument la fin de notre rêve de liberté, de musique. C'est fini, c'est foutu, quoi. Alors à l'époque, il y a un producteur qui s'appelle Lou Depric, qui est aussi auteur-compositeur-interprète, qui a cartonné d'ailleurs avec une reprise de Charlie Brown, et qui cherche quelqu'un pour illustrer en fait de la musique punk. C'est un mec à coup, il cherche à faire un nouveau coup avec la musique punk. Et il trouve quelqu'un, un batteur en pleine désespérance parce que son groupe n'existe plus, et il met le grappin dessus. Voilà. Alors, il produit un disque pour un label qui s'appelle RKM, avec en face A, Pogo Pogo, et en face B, Ça plane pour moi. Sauf qu'en fait, Vogue, qui distribue RKM en France, dit non, le tube, c'est Ça plane pour moi. Donc, ils inversent les faces. Heureusement. Et donc, le 6 novembre 1977, la France vous découvre dans les rendez-vous du dimanche de Michel Drucker, en perfecto rose zippé. Ouais, parce que c'était ma première télé, quoi. Et c'était absolument énorme. On sort de nulle part, le lendemain, on est hyper star. On a fait Michel Drucker. Déjà, à l'époque, c'était comme ça, quoi. On fait Michel Drucker. Et puis, ma façon de bouger, ma façon de faire les choses, ma façon aussi de bouger avec les caméras, de comprendre un peu ce que c'est un plateau, mais d'une façon un peu instinctive, animale, fait que ce passage télé est mémorable et que ça devient du délire, quoi. Et que la maison de disques Vogue fabrique pendant 3 mois que du Placide Bertrand, quoi. Oui, c'est vrai. Alors ça va être un succès planétaire, hein. Vous faites 15 disques d'or, 5 de platine, vous êtes classé au Billboard américain, vous êtes repris par Sonic Youth, par Residents of the USA, par Red Hot Chili Peppers. C'est hallucinant, c'est un truc que personne ne s'était pas pensé, il n'y avait pas d'argent. Il faut se rendre compte que Ça plane pour moi, c'est pas un produit qui a été fait par le major, quoi. C'était juste un petit mec qui essaie de faire un tube, je parle du producteur, et moi qui suis désespéré, et qui sait très bien que, comme le punk, c'est justement pas ce milieu de show business, j'y vais à fond dans cette image showbiz, souriant, etc. J'y vais à fond. Et ça fonctionne. C'est hallucinant, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Vous allez faire la promo en Italie, au Japon, partout, au Canada, aux États-Unis. Je fais 6 fois le tour du monde en 3 ans. Alors, succès est assez vite arrivé. Vous vous retrouvez dans le Concorde pour aller aux États-Unis, quoi. Mais pour aller faire pipi, quoi. Pour aller faire la fête, simplement, quoi. Donc, pour aller au Studio 54, aller boire un coup, puis ça me paraissait normal, quoi. Quelles ont été les réactions de vos parents devant ce succès? Ils ont eu très très peur, mais comme j'avais démarré par Drucker, ils m'ont dit ça va, c'est gagné, quoi. C'est pas trop sauvage, quoi. J'étais content. Drucker, c'était vraiment mon garde-fou, quoi. Et vos potes? Mes potes, c'était plutôt difficile parce que tout d'un coup, je quittais ce milieu un peu glauque, un peu underground, pour arriver tout de suite dans la lumière, dans le truc mainstream, dans le gros business, quoi. Donc, ils aimaient pas trop ça, quoi. Il y avait de la jalousie, il y avait parfois de l'envie, parfois de la jalousie. C'était pas très clair, quoi. Mais je les voyais pas beaucoup à l'époque, ce qui a encore aggravé mes relations avec eux. Avec les médias, comment ça s'est passé? Très mal, très mal, parce que évidemment, ils pensaient que c'était un coup, simplement, que j'étais un danseur, que j'étais un mannequin, qu'on avait planqué là. C'est pas du tout, parce que j'avais tous backing de musiciens et de groupes derrière moi. Mais ils ont voulu voir simplement un truc bizarre, une espèce d'astéroïde souriant qui représentait le punk. Alors que des gens comme tous les gens des grands groupes, je parle de Damned, de Clash et tout, m'adoraient. La presse rock ici me détestait, quoi. Et quelque part, moi, ça m'excitait terriblement, quoi. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Beaucoup moins qu'on peut imaginer, quoi. J'en ai gagné parce que finalement, j'ai signé un très très mauvais contrat parce que ça s'est fait à l'arrache complètement. Et je pense que c'est surtout mes producteurs qui en ont gagné. Et par contre, j'ai vécu vraiment comme une rockstar, mais qu'on ne peut même pas imaginer encore aujourd'hui, quoi. C'était Madonna fois puissance 15. C'était tout ce que je voulais, quand je voulais, plusieurs fois par nuit, quoi. Alors, au niveau des gonzesses, ça a dû être l'enfer, non? Et tout ce que je voulais, vraiment, mais à n'importe quelle heure. Et puis la canne, le machin, la coke, les putes, le rock'n'roll total, quoi. Quel a été le meilleur moment de cette époque?
on a 20 berges et qu'on arrive à New York et qu'on voit sur les journaux lumineux Big Apple welcomes Mr. Plastic Bertrand, on se dit putain, je suis le roi du monde, quoi. Ah ouais. Alors c'est bidon, mais c'est ça qui me reste, parce que tout est fake de toute façon. Donc dans le fake, c'est ça qui me reste. Et le pire moment? 80-83, j'ai mes enfants qui sont nés, que j'ai fait je sais pas comment entre 2 avions, et puis en 85 je suis rentré un soir chez moi et mes enfants étaient devant la télé. Ils me regardaient sur vidéo, quoi. Ils avaient des cassettes, c'est très bien les manipuler. Et moi, je rentrais complètement fracassé d'une tournée. Ils sont même pas levés, ils continuent à me regarder à la télé. Ah ouais. Et là, je me suis dit, basta, je change de vie. Alors, il y a eu effectivement Ça plane pour moi, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu Bambino, Sentimental Moi, Stop ou encore. Ce qui fait que je peux faire des vrais spectacles, pas seulement Ça plane pour moi, et Ça plane pour moi, et peut-être Ça plane pour moi. Non, je fais vraiment des spectacles où je chante pendant 1h30 avec des chansons très différentes. Alors bon, à l'époque, effectivement, vous bossez énormément, vous stressez, vous picolez, et puis vous finissez par peser 120 kilos, quoi. Ouais. C'était Elvis Presley, quoi, vraiment, en fin de carrière, quoi. Et là, je me dis, bon, là, vraiment, entre le coût de mes enfants, plus le poids qui arrive là, je suis au bout du rouleau, quoi. Alors, vous défoncez, effectivement, vous dites, quand on est une star internationale, on sombre facilement là-dedans. Ouais, tout est organisé pour, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci du quotidien. Et puis, surtout, les gens qui sont autour de nous, on nous assomme pour ne pas savoir, quoi. Vous pensez que c'est arrivé à George Michael, à Elton John? Pareil, c'est le même schéma, exactement le même schéma, quoi. Alors, vous dites, je suis allé au bout de mon rêve rock'n'roll, c'est vrai? Ah, plus que ça, il n'y a pas, quoi. Donc, vraiment, quand on est à New York, vraiment qu'on se balade en limousine et qu'il y a 3 sublimes filles qui te font des papouilles à l'arrière des voitures, New York est à toi, et tout ce que je veux quand je veux, puis voilà, bien sûr, je suis allé jusqu'au bout, et avec bonheur et délice. Alors, ensuite, il y a une querelle avec Lou de Prig, dont on finit par apprendre que c'est lui qui chantait sur vos disques. Surtout, on va revenir là-dessus, parce que c'est un truc qui traîne. En fait, dès que j'ai quitté ce producteur, en 84, ça a commencé, des rumeurs ont commencé à circuler. C'est lui, bien sûr, ça vient de lui. Simplement, il voulait pas que je le quitte, parce que j'étais vraiment la poussée dehors, quoi. Mais vous dites, je voulais chanter, mais il m'interdisait l'accès au studio. Derrière moi, il faisait des voix. Si vous voulez, c'est lui qui était producteur. Oui, vous dites, il m'a demandé de fermer ma gueule en échange de 0,5% de droits. Voilà, exactement. Ce qui est vraiment proprement scandaleux. C'est pas grand-chose, C'est rien. C'est pour ça que j'ai jamais été riche. C'est pour ça que j'avais beaucoup de confort autour de moi. Et jamais de l'argent, jamais, parce que je savais même pas ce que c'était. Donc, comme la plupart des stars, quand on se balade, on n'a pas un franc sur soi, quoi. Alors, après, il y a une période un peu trouble. Il y a votre garde du corps, François Hertrick, qui est retrouvé criblé de balles dans un parking en 85. C'est pas moi, je te jure. Non, je me doute bien, mais vous avez quand même des mauvaises fréquentations à l'époque, non? Ouais, parce que c'est un milieu, le showbiz. Bon, il y a des gens un peu glauques qui se baladent, quoi. Et puis, quand les lumières s'éteignent, les gens glauques sont toujours là, quoi. Donc, ça s'est passé, mais je pense que je suis resté assez... entre guillemets, lucide pour jamais avoir sombré dans des merdes, dans des trucs durs, jamais. À ce moment-là, la notoriété vous devient insupportable. Vous dites que les gens qui s'adressent à moi sont très gentils, mais 100 fois par jour, ça finit par faire beaucoup. Ouais, mais parce que je suis vrai, quoi. Moi, quand ça me gonfle que je le dis, quoi. Et je suis quelqu'un de gentil. Et c'est ça qu'on n'a jamais compris. Je suis quelqu'un de souriant, parce que naturellement, je suis comme ça, mais j'en pense pas moins, quoi. Je peux être gentil, pour moi, c'est pas une insulte, quoi. Alors là, vous devenez animateur télé. On ne sait pas vraiment l'incognito non plus, là. Je fais des choses, qui font rentrer des sous, quoi. Là, vraiment, le disque, ça fonctionne plus tellement bien, je fais autre chose. Et finalement, ça m'amuse, parce que je suis quelqu'un de curieux et j'aime savoir comment ça se passe. Donc, ça m'amuse de faire de la télé, ça m'amuse de faire un peu de cinéma, ça m'amuse de produire des choses. Je reste vivant, quoi. Je me réveille et finalement, je me dis, c'est ça, the real life, c'est ça, quoi. Alors, en 1987, mauvais moment, vous représentez le Luxembourg à l'Eurovision. Thierry, je te jure, bon moment super, magnifique, parce que comme le propose, c'était un rêve de gosse. Je me souviens avec mes parents à la télévision en noir et blanc, et je me souviens, je leur ai dit, un jour je ferai l'Eurovision. Vous terminez avant-dernier quand même. Mais par contre, je deviens une immense star à Malte. Alors, vous tentez un comeback à la télévision française avec Hit Story sur France 3. Alors, c'est produit par Delarue. Enfin, c'est sa boîte qui produit, mais il y a un producteur délégué qui est là et qui n'en faut pas une et qui m'aide pas et qui m'embrouille et voilà, et qui est toujours dans ce métier, donc avec qui je suis fâché. Et je pense que la télévision, c'est un média très lourd. Et puis quand on n'est pas aidé, c'est compliqué ce métier. Et là, j'ai pas été aidé.
Alors voilà, mais vous restez dans la tête des gens d'une façon incroyable. Et mondialement, vous dites un jour, ma fille m'appelle de Nouvelle-Zélande, le clip « Ça plane pour moi », passé sur un écran géant. Ouais, dans une soirée, un énorme concert, une énorme soirée. Ouais. Ça continue. D'ailleurs, je tourne là-bas, quoi. Là, il y a 3 ans, j'étais en concert là-bas, mais je faisais des stades. Je fais pas des boîtes, je faisais des stades avec d'autres stars australiennes. Mais c'est immense, quoi. Et quand on fait une tournée en Australie, ça dure 3 mois. Et je suis en avion, en jet privé, entre chaque stade. Mais c'est inimaginable, quoi. Inimaginable, quoi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque, de Ça plane pour moi? Je déteste la nostalgie. Ah bon? Ça m'emmerde complètement, quoi. Je trouve ça vraiment... Je déteste les spectacles nostalgiques. D'ailleurs, j'ai jamais fait les tournées années 80, machin. J'en ai jamais fait une seule. J'ai toujours continué à travailler avec mes spectacles, parce que dans mes spectacles, je mélange... Bien sûr, mes tubes, mais aussi des nouvelles chansons. Non, je continue à être un mec qui s'aventure dans ce métier, quoi. Je veux surtout pas avoir de la nostalgie. Vous avez de la rancune pour quelqu'un? Je suis très rancunier, très rancunier. Je sais que j'ai une excellente mémoire. Ah oui. Donc un jour ou l'autre, ça tombe. Contre qui? Quelques personnes qui m'ont blessé dans ce métier, mais je l'oublie pas. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil dans votre carrière? Signer ce contrat avec ce producteur. Ouais. Mais surtout, j'aurais continué à travailler avec des groupes dans des bars pourris. J'aurais peut-être plus continué un peu dans un truc un peu plus avant-gardiste, pas tout de suite mainstream. Ça m'est arrivé trop tôt, quoi. Ouais. J'ai fait une carrière à 20 ans comme on en fait une à 40 ans, quoi. Ouais. C'était peut-être un peu tôt, quoi. Ouais. Too much too soon. Too much too soon. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Je dirais... Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Merci Plastique, j'étais heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci beaucoup Thierry. J'accueille Frédéric Bourdin. En Belgique, j'ai dit que je m'appelais Robin Morins. Jimmy Morins, c'était au Luxembourg. En Suisse, c'était Manfred Petrullo. En Espagne, me llamaba Marco Fernández Fernández. En Italia, sono Alex Dole. In Deutschland, ich bin Jimmy Sale. In America, in England and in Scotland, I was Benjamin Kent. I was Legend Raskovich. I was Nicholas Barclay. And it's a sad story too. Tout le monde en a parlé à retrouver Frédéric Bourdin près du Mans où il vit avec son épouse et ses enfants. On a 3 enfants. On souhaite en avoir d'autres. On a des animaux. Ce que j'ai recherché, c'était un foyer. Un foyer qui pourrait m'apporter ce que ma famille passée n'a jamais été capable de me donner, ni les services de protection de l'enfance qui ne m'ont pas protégé. Je l'ai trouvé tout seul. Après avoir usurpé plus de 500 identités, le caméléon, comme on le surnommait, se consacre désormais à sa vie de père de famille. Oui, et puis même quand j'ai du travail, je prends toujours du temps pour m'occuper de mes enfants. C'est obligatoire. Non? Allez. Et son temps libre est dédié à l'animation de son blog. Un petit blog où je fais des vidéos, où je donne des opinions à peu près sur tout et sur rien. Tout ce qui me semble injuste. Et puis je le dis clairement, ce que moi je pense, que Frédéric Bourdin pense, qu'il a envie. Voilà, c'est ma liberté. Près de 5 ans après sa sortie de prison, Frédéric a payé sa dette, mais laisse encore quelques pourboires. J'ai travaillé dans un CHRS au Mans, comme surveillant. Tu veux aller sur les genoux à papa? Hop. Et puis, malheureusement pour moi, il y a eu un incident là-bas. J'ai dû déclarer un accident de travail, mais j'ai pas pris d'arrêt de travail. Quelques jours après que cela soit arrivé, j'ai reçu un message donc, sur mon portable de la part du directeur, avec qui je m'entendais très bien, qui me demande donc qu'il a besoin de me parler. Et là, donc, vu qu'il n'y a aucune raison de donner, je vais voir mon épouse et je lui dis, tu sais quoi, je suis sûr qu'il va me virer parce quelqu'un a dit qui j'étais.
Pour Frédéric, la route vers la rédemption est longue, aussi longue que le chemin pour oublier ses traumatismes. Nous allons à Sainte-Suzanne. À Sainte-Suzanne, qui est une cité médiévale, très jolie, touristique. J'accorde une importance indispensable à ce qui fait plaisir à ma femme et mes enfants. J'aime me sacrifier pour ma femme et mes enfants. Et c'est à partir de là, le mariage, pour moi, c'est ça. Le mariage et avoir des enfants, c'est se sacrifier pour sa famille. C'est-à-dire faire qu'ils aient tout ce qu'ils veulent avoir. Voilà. Nous retrouvons Frédéric quelques jours plus tard à Paris en compagnie d'Athéna. La petite fille aura son père rien que pour elle, pour découvrir la capitale. L'arc de Triomphe, ça c'est l'obélisque. La grande tour jaune là-bas. Tu vois la grande tour jaune en forme de crayon Non, tu vois pas. Menteuse, je te dis n'importe quoi. Je te reviens. Au programme de cette journée culturelle, une visite au Grand Palais, un instant rare comme Frédéric n'en a jamais partagé avec ses parents quand il était enfant. Vous avez vu comment c'est grand? Il est trop gros le ballon. Le gros ballon. Gros ballon. Oh, et on est tout en haut. Papa, il va faire la photo d'Athéna devant le ballon. Alors. Regarde papa. La promenade se poursuit dans les beaux quartiers parisiens. Et face aux luxueuses vitrines des boutiques de l'avenue Montaigne, le repris de justice s'offusque du matérialisme ambiant. Je pense qu'ils accordent beaucoup trop d'importance à des choses qui n'en ont absolument pas. C'est le monde capitaliste qui veut ça. Le fric gouverne tout. Là, vraiment, je veux dire, ce monde me fait de la peine, ça c'est sûr. Il m'en fait parce que l'amour là-dedans, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amour ici. Frédéric Bourdin aurait-il enfin trouvé l'amour et la sérénité dont il a toujours manqué? Et maintenant, la lumière se rallume sur Frédéric Bourdin. Frédéric, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Merci, bonsoir. Alors, vous êtes né le 13 juin 1974 dans la banlieue parisienne. Oui. Votre mère, Ghislaine, avait 17 ans à votre naissance. Issue d'un milieu pauvre, sans vraiment d'éducation, elle emballait de la margarine à la chaîne dans une usine de Nanterre. Votre père, Cassie, immigré algérien, avait à l'époque 25 ans. Alors qu'elle était enceinte de 3 mois, votre mère a appris que Cassie, votre père, avait déjà une femme et 3 enfants en Algérie. Elle l'a quitté, ainsi que l'usine, et elle a décidé de garder l'enfant, voilà, vous. Alors, résultat, scandale dans la famille. Son père, à elle, ne veut pas d'un crouille comme petit-fils. Votre grand-père maternel déclare « Elle refuse d'avorter du raton ». Violent quand même, non? Oui. C'est un raciste fini. Ouais. Il le sera jusqu'à sa mort. Maintenant, tout ce que vous avez dit concernant mon père, ce qui a été écrit, malheureusement, oui, c'est un Algérien. Maintenant, s'il était marié et qu'il avait des enfants, ça c'est ma mère qui le dit. On ne sait même pas si mon père s'appelait Cassie. Maintenant, moi, quand je lui ai demandé à maintes reprises à elle et toutes les personnes qui voulaient m'entendre des renseignements sur mon père pour pouvoir le retrouver, ouais. Elle n'a jamais été capable de me les donner. Donc j'aimerais qu'elle m'explique comment elle pouvait savoir qu'il était marié avec des enfants. Ouais. Alors après Cassie, votre mère se met en ménage avec Ali, qui la bat. Et là, les services sociaux vous placent sous la garde de vos grands-parents. Votre grand-mère Marceline va s'occuper de vous. Elle vous emmène dans un petit village près de Nantes. Et là, vous vous retrouvez profondément seul, quoi. Vous êtes un petit peu le paria du village à ce moment-là. J'étais pas si seul que ça, malheureusement. J'avais aussi un oncle et une tante qui ont déménagé avec nous, qui étaient aussi les enfants de mon grand-père. Ma tante adorait dire aussi « Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce sale crouille, cette sale race, il peut pas crever ?» J'entendais ça pendant toute ma jeunesse. Et j'avais en plus le voisin d'à côté qui, lui, le truc, c'était les petits garçons, puisqu'il m'a violé. Ça s'est passé un jour où on avait une vieille télé noir et blanc. Moi, j'étais habitué à regarder Dorothée tous les jours. Ouais. Et là, la télé était en panne et j'embêtais ma grand-mère en lui disant « Mais je veux voir Dorothée, je veux voir Dorothée ».
Et on était dans la petite cour devant la maison, et le voisin est apparu, comme par magie, avec un sachet de cacahuètes, et il a dit mais si vous voulez, il peut venir les voir chez moi. Ouais. Alors, moi, j'ai eu un mauvais... Je ne l'ai pas senti. Voilà, j'étais d'un caractère méfiant. J'ai pris le sachet de cacahuètes, puis après, j'ai pesé le pour et le contre, et je me suis dit, quitte à voir Dorothée, je vais la voir chez le voisin. Ouais. J'ai été là-bas. Il a allumé brièvement la télévision. Ensuite, il l'a éteint pratiquement immédiatement. Il m'a dit, t'as vu, il n'y a pas de dessin animé. Il m'a demandé de le suivre en haut. Il m'a montré son pénis. Il m'a demandé de voir le mien. Je lui ai montré. Ensuite, il m'a dit que c'était pas suffisant. Il m'a déshabillé. Il s'est déshabillé. On est allé au lit. Et là, il a fait ce qui était affreux. Ensuite, j'ai commencé à pleurer. Il s'en est rendu compte. Il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne. Il s'est pas rhabillé. Il m'a rhabillé moi. Il m'a raccompagné à la porte. Je suis sorti. J'ai couru voir ma tante, Reine, à qui j'ai expliqué avec mes mots d'enfant ce qu'il venait de faire. Et là, m'a éclaté de rire au nez. Donc j'ai été voir ma grand-mère, ma tante essayait de en même temps expliquer. Ma grand-mère a dit, t'auras qu'à plus y retourner. Ouais. Et voilà, donc j'ai passé ces années-là à éviter ce personnage. J'avais 5-6 ans. Ah ouais. Voilà, donc je passais mon temps, on habitait la porte l'un à côté de l'autre. Quand je descendais la petite rue et que je le voyais monter, je prétextais avoir oublié quelque chose, je faisais vite demi-tour et je me cassais dans l'autre sens. Autant que je pouvais, je l'évitais. Alors, c'est à cette époque et dans ce petit village que vous commencez à raconter vos histoires mythomaniaques. Par exemple, vous expliquez que si votre père n'est jamais là, c'est parce qu'il est un agent secret britannique. Bon, vu que les Arabes, c'était pas acceptable aux yeux de ma famille, il fallait bien que je m'invente être anglais. Ouais. Voilà, donc je m'inventais ça et je disais ça à mes camarades, oui. À l'époque, vous racontez aussi que vous déjeuniez avec Michael Jackson. J'ai découvert, il y avait quelques petites choses qu'on a emménagées dans cette maison, dont un 45 tours de Michael Jackson, que je m'écoutais à répétition, et bien que je ne parlais pas anglais à l'époque, eh bien j'aimais répéter. Ouais. C'est vite devenu une passion. Alors, vous êtes un enfant turbulent, difficile. Oui. Déjà très facétieux, parce que quand la maîtresse a le dos tourné, vous changez votre voix. Oui, j'étais un petit peu le bout en train de la classe. J'étais un enfant difficile, c'est vrai. Je volais. Je piquais le goûter des autres camarades ou leur taille-crayon tout neuf. Je faisais le pitre, oui. Je faisais de moi le centre du monde dans cette école. J'avais besoin d'attention. Ah oui. Vous jouez à vous perdre dans les bois pour obliger les gendarmes à vous ramener à la maison. Et vous maltraitez votre grand-mère. Alors, il faut savoir une chose. J'aimais ma grand-mère plus que tout. Pour moi, ma grand-mère, c'était ma mère. Je dormais avec elle le soir parce que j'avais peur de dormir tout seul. Ma grand-mère, c'était tout pour moi. Mais les autres personnes qui vivaient avec ma grand-mère, un oncle et plus tard son ami, et des amis de mon oncle, eux la traitaient comme de la merde. Ouais. Ils lui soutiraient de l'argent. C'était une femme qui était handicapée des jambes, qui se négligeait beaucoup. Aussi aimante pouvait-elle être, elle avait de gros problèmes d'hygiène et des gros problèmes de santé. Alors, moi, quand j'étais petit garçon, j'étais toujours fourré dans sa robe, toujours à essayer d'être protégé par elle. Mais à force, quand vous voyez tout ce qui est autour qui ne la respecte pas, eh bien, j'ai fini par faire pareil. Je la frappais pas, mais je me suis mis à l'insulter. Je me suis mis à lui prendre de l'argent, à lui en voler, même si j'avais pas besoin de lui en voler de toute façon parce qu'elle cédait à tous mes caprices. C'est des choses que je ne me pardonnerai jamais, mais oui, je l'ai fait. Voilà, alors à 12 ans et demi, vous êtes envoyé dans un foyer pour jeunes. Vous allez passer comme ça de foyer en foyer. Et en 1990, un nouveau foyer dont vous évadez très vite. Et c'est là que vous mettez au point ce qui sera votre technique. Vous appelez la police d'une cabine en prétendant avoir trouvé un adolescent britannique fugueur, prénommé Jimmy. Voilà. Oui, j'ai... Et c'est vous, Jimmy. Oui, en fait, ça s'est mis en place par hasard, parce que je suis arrivé tard la nuit à Paris en autostop. J'ai marché des heures et des heures pendant la nuit à Paris sans rien trouver à part des gens peu fréquentables. Et puis, donc, oui, j'ai eu l'idée d'appeler d'une cabine téléphonique la police, de me faire passer pour un passant qui avait trouvé un jeune garçon en détresse de 14 ans qui semblait être d'origine anglaise et qui aurait besoin d'assistance. Oui, c'est comme ça que c'est venu. Ouais. Donc, la police est venue, m'a emmené au poste, a appelé l'ambassade. L'ambassade leur a très vite dit que je ne pouvais pas être anglais. Ouais. Donc, vous ne parliez pas anglais, surtout? À l'époque, non. Je parlais l'anglais comme un collégien qui est mauvais. Ouais. Voilà.
Et alors, vous dites, je rêvais qu'il m'envoie en Angleterre, où j'ai toujours imaginé que la vie était plus belle qu'en France. Oui, parce que mon grand-père disait que les Français avaient baissé leur froc devant les Allemands, mais au moins les Anglais leur avaient tenu tête. Donc je me disais que s'il y avait un pays au monde qui pouvait faire qu'on pouvait être aimé, ça devait être l'Angleterre. Alors à partir de là, vous sillonnez la France puis l'Europe, passant d'orphelinat en foyer d'accueil ou en service psychiatrique. D'ailleurs, on découvre que vous avez un coefficient intellectuel de 139 à ce moment-là, ce qui est très élevé, effectivement, toujours sous de fausses identités et en vous transformant en enfant. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez des crèmes dépilatoires pour éviter qu'on voit votre pilosité, quoi. Oui, je mettais une casquette, je déguisais ma voix, je me donnais l'air d'un adolescent, parce que tout ce que je voulais, c'était qu'on m'aime, qu'on s'occupe de moi. Alors, vous goûtez à la célébrité une première fois en jouant l'enfant trouvé à Auch. Vous avez un papier qui vous est consacré dans la Dépêche du Midi. L'émission Perdue de vue parle de vous. Nouveau quart d'heure de célébrité en 95, sur le plateau de Tout est possible sur TF1, l'émission de Jean-Marc Morandini, qui d'ailleurs vous garde comme stagiaire après l'émission. Et là, vous vous présentez comme un menteur professionnel en quête d'amour et d'affection. C'est votre éternel problème, en fait. Oui, parce que il y a des tas de personnes qui ont une enfance terrible. Et malheureusement, ces gens répercutent sur les autres ce qu'ils ont subi eux-mêmes, c'est-à-dire violent, enlèvent, se droguent, deviennent alcooliques, se suicident. Je voulais pas ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on m'aime. Tout ce que je voulais, c'était ce qu'on m'a jamais donné. Une vie normale, une vie avec des parents, avec des activités, faire partie de quelque chose, faire partie d'un groupe. C'était tout ce que je recherchais. Alors, votre plus grande imposture, c'est le jour où, au lieu d'inventer un personnage, vous allez prendre l'identité d'un mort, celle de Nicholas Patrick Barclay, qui avait disparu au Texas. Le 13 juin 1994. C'est le jour de votre anniversaire. Oui, le 13 juin. Je suis né le 13 juin. C'est incroyable. Oui, surtout que je l'ai découvert qu'après. En fait. Alors pour ça, vous vous teignez les cheveux, vous faites tatouer. Le problème, c'est que lui, il avait les yeux bleus et vous, les yeux noirs. Et là, toujours vous racontez que vous avez été kidnappé par un réseau pédophile de militaires américains qui ont fait des expériences sur vous en vous injectant des produits dans les yeux. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la sœur, d'abord, et ensuite la mère de ce Nicholas Barclay, vous reconnaissent. L'histoire tiendra 3 mois. Elle est venue, elle a dit que c'était moi. Bon, moi, je me suis senti comme quelqu'un de dégueulasse, parce que j'ai vraiment eu peur à un moment qu'elle ait vraiment cru que c'était moi. Mais il faut quand même savoir que juste après, elle est partie s'asseoir avec moi dans un bureau. Elle m'a montré des photos de mon passé, enfin de mon pseudo-passé. Et puis ensuite, devant le juge qui demandait qu'une chose, c'est être convaincu que j'étais vraiment cette personne, parce que lui avait déjà des soupçons que j'étais bien Frédéric Bourdin. Elle a dit que j'avais jamais vu ces photos quand le juge lui a demandé. Alors elle lui a menti. Pourquoi elle lui a menti? Plus tard, dans une espèce de brasserie, elle m'a demandé qui j'étais. Si j'étais bien Nicolas. Donc je lui ai dit oui, je suis bien Nicolas. Ensuite, nous sommes allés avec l'ambassade à l'hôtel à Madrid, parce que nous devions prendre l'avion le lendemain. Et là, j'ai fait un choix difficile. Le choix difficile, c'est que je me suis senti redevable envers cette personne, parce que quand même, elle m'avait évité la prison dans un premier temps. Donc j'ai fait le choix de rester avec elle pour retourner aux États-Unis. J'ai vu l'opportunité avec ce passeport, avec cet âge de 16 ans, de pouvoir vraiment reconstruire ma vie. C'était idiot, risqué, stupide, mais je l'ai fait. Alors ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a un détective privé qui travaille pour l'émission de télévision Hard Copy, qui lui a des doutes sur votre réelle personnalité. Ensuite, le FBI s'en mêle, et finalement l'affaire est éventée. Ce détective privé a toujours dit qu'il avait des doutes, mais en fait, il l'a dit surtout après, quand j'ai été arrêté, quand tout ce cinéma a été fait, quand les émissions télé, les articles, alors là, il a dit oui, j'ai eu des soupçons. Mais la vérité, c'est qu'il était convaincu que j'étais Nicolas Barclay. Il n'a pas arrêté de mentir à ce sujet. Il n'a pas arrêté pour la publicité, c'est tout. Alors, ce que vous apprendrez un soir où la mère de Nicolas Barclay est bourrée, c'est qu'en fait, il y a quand même eu des problèmes sur la disparition de cet enfant. On pense que c'est son aîné qui l'a tué, et qu'en fait, quand vous ont vu arriver, c'était une sorte d'aubaine pour eux. J'avais discuté avec l'enfant de la sœur, c'est-à-dire le neveu de Nicolas Barclay, qui avait donc 14-15 ans à l'époque, qui disait qu'il y avait déjà des policiers qui étaient venus parce que des personnes avaient dit qu'ils avaient déjà vu Nicolas mort. Ensuite, il y avait plusieurs éléments. On voyait bien que la mère
voyait bien que je n'étais pas son fils. Je veux dire, elle le savait, je savais qu'elle savait, Ouais. elle savait que je savais qu'elle savait. Donc voilà, c'était, je ne vais pas dire le mot jeu, mais c'était un jeu de rôle mal réglé. Donc oui, un jour elle est revenue complètement, parce que bon, elle était sous l'emprise de drogue, toujours héroïne, alcool, hashish, c'est ce qu'elle adorait. Voilà, toute la famille d'ailleurs. Et oui, elle est revenue, elle a dit que c'est le diable qui m'avait envoyé à elle et que c'était bien l'histoire de Nicolas, de pourrir sa vie, etc. Et que oui, qu'elle savait que Jason m'avait tué et que pourquoi est-ce que je croyais qu'elle l'avait jeté dehors et qu'il avait été... Ouais. Voilà, c'est... Et quand vous découvrez ça, vous le saviez, enfin je le savais déjà, mais que ce soit officiel, net comme ça, j'aurais pu partir parce que je savais que j'allais être arrêté. J'aurais pu partir, le Mexique était à côté, j'aurais pu rentrer en France, j'aurais pu inventer une histoire comme je savais le faire, mais j'ai pas eu envie. Ouais. J'ai eu envie de rester parce que j'étais écœuré. Là, vous allez en tôle? Oui, je suis allé en prison, 6 ans. 6 ans, quand même. C'est cher. C'est cher, mais je m'en plains pas. J'ai pris toute chose qui m'est arrivée comme une leçon. Et j'ai toujours assumé mes fautes. Alors, 4 mois après votre retour en France, vous récidivez, vous faites passer pour Léo Bellet, disparu en montagne. Vous remettez ça avec un dénommé Francisco, un ado espagnol. Au total, vous avez endossé 500 identités. Mais il n'y en a que 2 qui ont appartenu à quelqu'un. Les autres sont des identités que j'ai créées moi-même, inventées de toutes pièces. La seule famille que je n'ai jamais trompée était la famille de Nicolas Barclay. Et en fait, je ne les ai pas trompés, mais bon, ça restera comme ça parce que j'ai fait 6 ans de prison. Mais que ce soit l'autre famille de Léo Ballet à Grenoble, la gendarmerie les a appelés une fois qu'ils savaient que je n'étais pas leur fils. Il leur a dit, il y a quelqu'un qui a essayé de se faire passer pour votre enfant. Mais les autres identités, que ce soit Francisco, Hernandez, Fernandez, tout ce qui est à Pau et tout le reste, c'est des identités que j'ai inventées. Et où justement, je disais aux services sociaux, aux autorités, la police, le juge, le procureur, que j'essayais de démontrer que ces identités-là étaient bien réelles pour qu'on s'occupe de moi. Mais elles ne l'étaient pas. Alors après ces derniers épisodes, vous accédez enfin à une certaine célébrité. Il y a un livre autobiographique qui sort, il y a un film qui démarre aux USA, il y a 2 films en France qui se font. Quels ont été vos rapports avec les médias à cette époque? J'ai été en prison donc suite à l'épisode de Grenoble. J'étais 4 mois en prison pendant que les autorités étaient en train de se balader à travers la France, voir des gens que j'avais connus pour voir si le fait que je veuille devenir un enfant n'était pas un prétexte pour approcher d'autres enfants. Donc ils ont vérifié et puis ils ont bien vu que ce n'était pas le cas. Mais pendant ce temps-là, comme vous l'avez dit, les journalistes se sont réveillés et dont un fameux journal comme l'Express. Ce journal L'Express a été passé un après-midi entier avec mon grand-père et tout ce qu'il leur a dit, des conneries faraminantes. Je faisais comme Leonardo DiCaprio, j'envoyais des cartes aux gendarmes pour leur dire essayez de m'attraper si vous pouvez. Des choses tout à fait offensantes parce que jamais je n'ai voulu me moquer de qui que ce soit. Mais bref, il leur a raconté une salade de choses pendant des heures et ils ont tout imprimé sans vérifier. Donc mes relations avec les médias, suite à ça, ont été assez compliquées. Parce qu'il y a des sacs à merde qui écrivent n'importe quoi pour faire vendre. Ça fait plaisir, ça fait du chiffre et on s'en fout de la réalité des choses. Donc, plus le temps a passé, plus je suis devenu sélectif avec qui je parlais. Il y en a à qui je ne parlerai plus jamais. Ils peuvent me mettre 1 million sur la table en me promettant monts et merveilles. Je m'en fous. Vous avez gagné de l'argent à l'époque avec ce livre et ces films? Si j'avais eu un agent, comme beaucoup, et que j'avais négocié, et que j'étais comme ça, que j'étais le vieux rapace pourri, oui, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Là, je me suis contenté du minimum. Voilà. Mais j'ai surtout demandé du liquide. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais dans la rue, j'avais rien. Donc, j'avais 2 possibilités. Rester dans un hôtel en attendant qu'une équipe de télé m'appelle pour commencer le documentaire qui, à l'époque, a été fait en France, ou alors recommencer à faire ce que je fais, puis pareil, attendre le même coup de fil, mais cette fois peut-être d'une prison. Donc, j'ai pris de l'argent pour pouvoir survivre en attendant. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque? J'ai été dans un foyer à Palerme. Il y avait un grand foyer, un village d'enfants, avec des petites maisonnettes, où il y avait un éducateur, un peu comme Family Village ici. Et puis, là-bas, il y avait un grand terrain de foot. On jouait au foot, on jouait au tennis. On s'en foutait royalement de qui j'étais. Du moins, on n'essayait pas de découvrir mon identité. Je faisais partie de quelque chose là-bas. J'étais vraiment heureux. Et je suis resté là-bas 1 mois. Et le pire moment? Le pire moment, c'est quand
Il m'est arrivé d'être dans des endroits où on m'aimait et qu'on découvre qui je suis. Parce qu'à force qu'on prenne les empreintes et la photo, parfois les policiers font bien leur travail. Et quand on a découvert que j'étais majeur, ils m'ont dit au revoir. Et quand vous êtes aimé et que vous n'êtes pas tout seul, et que vous vous retrouvez tout seul sur une place, à savoir que vous allez encore devoir voyager 2-3 jours pour pouvoir peut-être retrouver un bon endroit, une famille d'accueil, un bon foyer où vous allez pouvoir rester, ça c'est dur, parce que vous perdez une fois de plus tout l'amour que vous avez réussi à avoir. Vous êtes nostalgique de cette époque? Oui, d'une certaine façon. Parce que j'ai énormément voyagé. J'ai vu le bon côté des gens. J'ai vu des choses absolument extraordinaires. J'ai réussi à survivre. Vous considérez que votre vie était plus marrante à l'époque que maintenant? D'une certaine façon, oui. Ceci dit, je n'échangerai rien du tout entre aujourd'hui et l'époque. Vous avez votre petite fille Athéna, oui. Athéna est la plus âgée. Avoir son premier enfant, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ces enfants-là, rien ne pourra jamais leur arriver. Rien, parce que la seule chose à laquelle je pourrais jamais remercier ma famille, c'est de m'avoir appris à être le contraire de mère d'infâme. Voilà. Tout ce qu'ils m'ont fait subir, à tous les niveaux, tout ce qu'ils m'ont enseigné à penser, ça a été un grand vaccin. Et jamais je ne serai comme eux, jamais. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je referais tout. Parce que si jamais je ne refaisais pas tout, je ne connaîtrais pas ma femme. Je n'aurais pas ces magnifiques enfants. Donc, même si je devais en perdre un bras ou même en perdre la vie, même si je sais que je devais mourir demain, renversé par un train ou une mort horrible, je m'en fiche. Je veux dire, je ne ferais rien pour supprimer la joie que ça a été pour moi de connaître mon épouse et de faire ces enfants-là. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? À mes enfants et à ma femme que je les aimerai toujours, toujours et toujours, et que je n'ai aucun regret de ce côté-là, et aux autres que je les emmerde. Voilà. Merci Frédéric, c'est très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Je vous en prie. J'accueille Marie-France. Marie-France, je ne me quitterai jamais. On ne te quittera jamais, Marie-France. Je suis volage, mais je ne me quitterai jamais. Jamais, jamais. Je suis volage, mais je ne me quitterai jamais. Jamais, jamais. Je suis volage, mais je ne me quitterai jamais. Jamais, jamais. Je suis volage, mais je ne me quitterai jamais. Jamais, jamais. Tout le monde en a parlé à retrouver Marie-France dans le quartier de Montmartre à Paris. Son appartement est placé sous haute surveillance. Bienvenue dans mon petit logis. Elle partage son logis avec Lily. J'adore. La chanteuse entame la journée par une séance maquillage. Je suis belle au naturel quand même. Militante de la première heure, Marie-France s'implique dans la cause animale. Je veux qu'on foute la paix aux animaux. Je suis végétarienne. Et L'Oréal font tous leurs essais sur des animaux et les font souffrir et tout. Et comme une idiote, j'ai acheté un L'Oréal. Donc je vous dis pas à quelle vitesse je vais le mettre à la poubelle. La reine des nuits parisiennes baroques a transformé ses appartements en boudoir. Je me suis amusée à faire ma déco et j'ai pris mon temps. Là, j'ai envie de minimalisme. J'aimerais bien avoir un appartement, mais vraiment tout blanc, rien à voir. Parce que tout ça est très beau, hein. Mais je sais pas, j'ai envie de minimalisme, ça viendra. C'est pas le moment encore. Je dois encore vivre dans mon petit Trianon un certain temps, et puis après, j'aimerais bien avoir un espace comme ça, pas chargé du tout, très clair, avec une belle terrasse. Tu veux ou tu veux? En 2009, Marie-France a repris les plus gros succès de son égérie Brigitte Bardot à travers un spectacle et un album. Et Bébé l'a personnellement remerciée. L'autre moi-même, mon joli miroir avec ma tendresse, Brigitte Bardot.
tu veux, mais tu veux pas. Marie-France, même si elle occupe moins le devant de la scène, gère toujours son image comme une vraie femme d'affaires. La vie est dure pour les étoiles. Le tapis rouge est remplacé par un couloir de métro, mais Marie-France reste fidèle à elle-même, très star, et Lily est au cœur de toutes les attentions. Fais un cheese à la caméra, chérie. Fais un cheese. Son coiffeur se trouve à Saint-Germain-des-Prés, un quartier dont elle a été l'une des icônes. Tout ça a une histoire pour moi. Je vous parle de ça quand c'était l'âge d'or de la musique pop. Je rentrais là, je venais avec un petit copain, on s'assoyait dans le fond puis on écoutait de la musique pendant des heures. C'était magnifique. Bonjour. Tu vas mieux aujourd'hui? Très bien. Le programme du jour, sa nouvelle couleur. Je suis rouge depuis 10 jours. Parce qu'en fait, partout où je regardais, je voyais des blondes méchées, elles étaient toutes blondes, et moi, au milieu de toutes ces blondes, ben, j'avais l'air d'une blonde en plus. C'est Luc Istar qui est là. Pardon, je t'ai écrasé. Et rien de tel que quelques pas de danse pour tester la résistance du brushing. Marie-France se rend à son prochain rendez-vous, cette fois-ci en taxi, et pour ne pas avoir de soucis avec son chien, Lily est cachée. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi, madame. Jusqu'au bout, la ruse fonctionne, le chauffeur n'a rien vu. La chanteuse a maintenant rendez-vous avec Vincent Gaillard, un auteur-compositeur avec qui elle prépare son prochain album. Elle était une fois inspirée de son autobiographie. Nous allons faire une petite répétition. Chant des sirènes. Le chant des sirènes. Et à l'approche de son comeback dans les bacs, autant dire que son téléphone ne pleure pas. On dirait un petit téléphone de petite fille. Yes, oui mon amour. Nous la retrouvons quelques heures plus tard à 2 pas du centre Georges Pompidou, au centre Wallonie-Bruxelles. Ce soir, Marie-France chante accompagnée de son groupe fétiche Fantôme, dont Jacques Duval est le parolier. My Duval, forever. Dans les loges, la féline chanteuse répète ses chansons. Un tour de chant qui sera présenté l'an prochain à Paris. Sournois, c'est perfide. Le palace, c'est vraiment fini et Marie-France est devenue l'ultime étoile des Nuits d'un Paris révolu. Et maintenant, la lumière se rallume sur Marie-France. Marie-France, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Alors, vous êtes née à Oran le 9 février 1946. Votre mère, qui avait déjà eu 2 garçons, rêvait d'avoir une fille. Donc, pour elle, vous étiez Marie-France dès votre premier cri. Maryse. Je devais être Maryse. Alors, votre mère vous coiffe et vous habille comme une poupée jusqu'à l'âge de 5 ans, en fait. Ce qui n'a pas dû être pour rien dans ce qui vous est arrivé par la suite, j'imagine. Je pense que ça devait être une évidence pour elle, parce que tout le monde disait « Oh, quelle jolie petite fille vous avez », tout ça, donc... Votre père était cheminot, et vous avez une enfance modeste et heureuse, avec votre mère, votre grand-mère, vos 2 frères, et votre père. Alors, votre père, il était un peu rustre et violent. Macho de base. Ouais, mais beau gosse, hein. Beau gosse, Tyrone Power. Alors, dès votre plus jeune âge, vous êtes attiré par le monde des femmes, les poupées, les maquillages, les cheveux longs. Mais en fait, vous ne pouvez pas assouvir ce penchant au grand jour, quoi. Il y avait un traumatisme, c'est certain. Hein, dès ma plus tendre enfance, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie et ça allait de moins en moins bien d'ailleurs. Et c'est vrai que j'étais attirée par les femmes. Je dessinais que des femmes. Et puis il y avait aussi Saint-Laurent qui débutait glorieusement à Paris dans la haute couture et qui était oranais comme moi. Donc c'est vrai que... Alors vous dites à l'école, j'ai aussitôt ressenti que j'étais à part. J'étais complètement à l'écart des autres. Ouais. À l'époque, vous rêvez de Brigitte Bardot, de Martine Carole, qui sont un peu vos idoles, quoi. Oui. Ouais. Oui. Alors à 13 ans, premier flash amoureux, un prof de 6e qui lui a 28 ans, qui ressemble à James Dean, il vous embrasse, il veut aller plus loin, mais vous vous débattez. Dans un cinéma. Et moi, j'en tremblais, et de désir et de peur. Ouais. Alors la seule à qui vous pouvez raconter tout ça, c'est votre grand-mère qui compatit en fait, non ? Grand-mère.
Ouais. Alors le 1er avril 1960, vous tentez de vous suicider avec un mélange d'Optalidon, de Phénergan et de Morora. Tout ça parce que votre père vous avait engueulé sur un carnet de notes, non? C'est vrai qu'à un moment donné, nous habitions à Alger à ce moment-là et j'avais trafiqué mes carnets de notes et le directeur l'avait vu, avait prévenu mon père. Et mon père, macho comme il était, quand il recevait les résultats de l'école, c'était la ceinture par qui je commence, comme ça. Donc il a pris très très mal, il m'a giflé, il m'a demandé de rentrer dans ma chambre et de ne pas dîner. Et là, je me suis dit, j'en ai assez de cette vie, c'est plus possible, c'est pas pour moi. Ce monde n'est pas pour moi, définitivement pas pour moi. Je veux mourir tout de suite. Et voilà. Il s'en est fallu de peu, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai, parce que c'est que vers 23h, on est rentré tout à fait par hasard dans la chambre. Et on a vu que j'étais verte et pleine de bave et complètement crispée. Et là, tout le monde s'est interrogé. On a fait venir une ambulance et là, il a fallu faire un lavage d'estomac. Enfin, voilà, c'était dramatique. Les médecins leur disent, soyez très cool avec elle. Si elle peut partir en vacances, faites-le, etc. Et mes parents ont la bonne idée de m'envoyer à Viroflay. À Viroflay, chez vos cousins. Et là, vous découvrez Paris, vous découvrez Saint-Germain-des-Prés. J'ai à peine 14 ans. Mais je fugue l'après-midi en rusant énormément. Et je prends le train, j'arrive à Gare Saint-Lazare ou Gare Montparnasse. Et je marche et je me retrouve à Saint-Germain-des-Prés. Et voilà. Quand vous revenez en Algérie, en fait, vous êtes un petit peu différente, évidemment, et vous rencontrez des camarades comme vous, avec qui vous faites des virées dans les bars de parachutistes. Là, je rencontre des créatures un peu hystériques à Alger, très sympathiques, qui étaient plus âgées que moi, mais qui me prennent un petit peu sous leur aile. Et donc, je les suis un peu partout et je me retrouve dans les bars de parachutistes. Et à l'heure du couvre-feu, on se met à hurler dans les rues alors que tout le monde est affolé. Nous, on crie de joie, de bonheur. Je ne sais pas, on était heureuses. Les premiers slogans des gasolines. Bite au cul, pailleté. Bite tout court. Ah, bite tout court, d'accord. Bite tout court. Occupaïté, ça a été rajouté par les gasolines. Alors, là, la guerre d'Algérie oblige votre famille à s'installer à Paris. Votre premier boulot dans un salon de coiffure rue de Maubeuge. Et le samedi soir, vous découvrez évidemment les boîtes de nuit, le Fiacre, le Bilitis, chez Michou. Alors voilà, d'un seul coup, vous êtes chez vous, quoi. Vous vous dites, je suis pas tellement différente de ça, finalement. Là, j'avais déjà compris, depuis mon premier voyage à Paris, j'avais compris qu'il y avait des gens voilà, que Paris était la ville où je pouvais me réaliser. Et voilà, il y avait des gens qui me ressemblaient, qui avaient un petit peu la même trajectoire que la mienne, et ça m'encourageait beaucoup. Bien sûr. Alors, à partir de 1964, vous ne vous habillez plus qu'en femme, vous devenez Marie-France, vous dites Marie comme ma mère, et France comme ma terre promise, quoi. Oui. Comme ce beau pays. Oui, la France me faisait rêver, moi, dans mon petit quartier perdu d'Oran, avec les bombes de tous les côtés, tout ça. Quand je voyais dans la presse des photos sur Oran et un petit peu tout ce qui s'y passait, c'était mon seul échappatoire. Alors, à cette époque-là, vous commencez à vous habiller en femme, et vous ne deviendrez une femme au sens propre du terme qu'en 1985 à Londres. Vous dites, un matin nouveau, je me réveillais dans une rose. C'est joli, non? Oui. Oui. En fait, je me sentais très femme déjà. Je n'ai pas eu besoin d'attendre cette rectification chirurgicale pour me sentir plus femme. Simplement, c'est vrai que pour moi, c'était un grand pas en avant, quoi. C'était le bonheur de voir mon corps comme je l'avais rêvé. Et puis, voilà, me sentir libre. Déjà, rêver d'aller nue sur les plages. Et puis, voilà. Bon, enfin, là, on est au milieu des années 60, et là, vous découvrez les joints, pas avec n'importe qui, puisque c'est en compagnie de Keith Richards et Anita Pallenberg, qui était sa compagne. Je me retrouve dans leur appartement de la rue de Lambre, dans le 6e, et je fume ces cigarettes. Voilà, magiques. Premier pétard. Premier pétard. Avec Keith Richards, c'est pas mal quand même. Oui. Mais c'est votre copine Orla qui s'y colle. Hein. Vous faites rien de sexuel ce soir-là. Moi, jusqu'à ma rectification, j'ai eu beaucoup de problèmes de ce côté-là avec les amours passagères.
J'avais toujours des garçons dans ma vie, mais il fallait qu'ils m'acceptent entièrement pour rester avec eux. Mais comme ça, rencontrer un garçon et faire l'amour avec lui, ça m'était impossible. Ouais. Tandis que ma copine, elle n'était pas, ça ne la gênait pas du tout. Alors voilà, à 20 ans, donc vous êtes à Paris, vous faites la fête tous les soirs, vous devenez l'égérie du Jimmy's, la boîte de Régine. Au Club 65, vous rencontrez Coccinelle, le premier travesti célèbre en France, qui vous dit « Tu es la nouvelle Coccinelle, la Coccinelle dans le vent ». Dans le C'est vent. extraordinaire. Oui, c'est très beau, hein, c'est Ouais. très joli ce qu'elle me dit. Oui. Et c'était en même temps une investiture incroyable pour moi, parce que j'avais 17 ans. Alors au Club Saint-Germain, vous séduisez Nino Ferrer. Entre autres, oui. Il s'est passé quelque chose avec lui? Oui, je crois qu'on a Passé une nuit ensemble. on a dormi ensemble. hein. D'accord. Et alors, vous séduisez également Serge Gainsbourg, qui dira plus tard à Bambou, elle est la seule avec qui j'ai trompé Bardot. Oui. Pas mal. Oui. C'est lui qui m'a séduite. hein, Ouais. parce que moi, j'étais, comme je disais, toujours très timide, très Ouais, réservée. ouais. Mais c'est lui qui ne me quittait pas des yeux. C'est lui qui est venu vers moi, qui m'a d'abord invité à déjeuner. C'est lui qui est revenu me dire « Tu ne veux pas venir boire un verre avec moi ?» Très gentiment, Ouais. comme ça. Moi, j'ai craqué. Il était tellement élégant et Ouais. doux. Classe. C'était Gainsbourg. Ouais. C'était pas Gainsbourg. Alors, en revanche, avec Onassis, que vous avez rencontré chez Castel, il se passe pas grand-chose. Hein. Non, parce que je n'ai jamais été vénale. C'est vrai que les hommes avec de l'argent ne m'ont jamais attirée. Et même, il y avait un blocage. Ouais. D'ailleurs, il y a toujours un blocage avec les gens qui ont de l'argent. Alors c'est incroyable parce que vous refusez pratiquement une aventure avec Onassis, et quand vous partez, il vous donne 5000 francs pour payer le taxi quand même, c'est pas mal. Bah oui, parce qu'il voit qu'il peut rien, rien avoir de plus. Donc, voilà, ça se finit comme ça. Mais en fait, si j'avais voulu, j'aurais pu. Il était vraiment à genoux à mes pieds. Hein. Alors voilà, c'est en 1969 que Jean-Marie Rivière vous engage à l'Alcazar, dont vous ferez les grands soirs. Hein. Oui, après avoir dansé toutes les nuits pendant plusieurs années et ne rien faire du tout. Et un jour, je me suis dit, il faut quand même que tu te décides peut-être de faire quelque chose. Et la seule chose que j'avais envie de faire, c'était d'être sur scène. En 1972, vous fréquentez le FHA, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, et avec cette bande d'artistes excentriques, vous fondez Les Gasolines. Donc vous traînez de vernissage en fête branchée, en hurlant, donc bite au cul pailleté, on est bien d'accord. Voilà, c'était ça. Et puis arriver dans des réunions très, très sérieuses, où les gens se prenaient la tête à parler sur des sujets graves. Et là, elle rentrait, elle criait « bite au cul pailleté ». Donc évidemment, on a été très remarqués. Ouais, c'est formidable. Alors là, vous créez votre spectacle en Marilyn, et c'est l'apothéose, c'est vraiment le succès. Vous êtes à la fois la star du Paris de la nuit, et en même temps la star des intellos branchés un peu décadents. Vous rencontrez Téchiné, qui vous donnera un rôle dans Barocco. Vous tournez pour Arietta, vous montez sur scène pour Frédéric Mitterrand. Oui. Enfin, voilà, quoi. C'est Frédéric Mitterrand qui me fait faire mes premiers pas au théâtre. Oui. Ouais. Et puis ensuite, Marguerite Duras aussi. Bien entendu, avec Navirna est absolument... Voilà. Alors, quelle a été la réaction de vos parents quand vous avez commencé à connaître cette célébrité, justement? Mes parents étaient très inquiets pour moi parce qu'ils savaient que c'était une vie un peu marginale. Je n'avais pas de papier. Mon père était comme ça, donc il fallait que je sois à la sécurité sociale, que j'ai des papiers. Ils comprenaient pas que je puisse vivre comme ça. Pendant toutes les années où j'ai fait des expériences qui ont duré à mon goût trop longtemps, ça a été comme ça avec mes parents. Donc vos parents réagissent comment? Ils sont un peu bluffés, mais en même temps, eux, ce qui les fascine, ce qu'ils auraient voulu, c'est de me voir arriver avec ma voiture, mon appartement, être déjà... mais bon, ils voyaient bien que c'était pas ça. J'ai toujours été une petite chose comme ça, un peu trimballée. Alors, comment réagissent vos frères? Mes deux frères, ça va. Parce qu'ils ont bien amorflé aussi avec mon père, donc... ça va, mes deux frères. Vous savez, il y en a un, Robert, dont vous avez découvert l'homosexualité, en fait. Oui. Donc ça vous a rapproché, j'imagine, quand même. Non, pas vraiment. Ah bon? Un peu, mais non, parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est brillant. Et vos amis, comment ils ont réagi devant ce succès? Moi, j'ai toujours été aimée par les gens à Paris, par mes amis. Toujours été très, très supportée.
capté par eux. Ouais. Quelles ont été vos relations avec les médias à l'époque? C'était pas facile parce que les médias étaient fascinés par ma personne. Par contre, la seule chose qu'ils disaient en parlant de moi, c'était toujours ce que moi je refusais qu'on dise à mon sujet, c'est-à-dire travesti, transsexuel et tout ça. Moi, j'estimais que quand j'étais au théâtre, on devait parler de l'artiste et non voilà, on n'avait pas besoin de parler de sexualité. Vous avez gagné de l'argent à cette époque? Non, pas énormément, non. Mais j'ai jamais vraiment manqué d'argent, non, j'ai pas beaucoup gagné d'argent. Est-ce que cette notoriété vous a amené à beaucoup de rencontres amoureuses? Est-ce que d'un seul coup, vous avez été encore plus dragué qu'avant? Oui, j'ai toujours été très courtisée, mais mes amours, je les trouvais seuls. Quel a été le meilleur moment de cette époque? C'est l'amitié, quand même. C'est l'amitié, c'est la fête, c'est les gens qu'on voyait tous les soirs. C'est aussi à chaque fois des projets de théâtre ou de cinéma qui me comblaient de bonheur. Voilà, c'est ça, c'est ça mes meilleurs moments. Et le pire moment? C'est à force d'expérience aller trop loin dans les drogues. Dans les drogues et me retrouver mal, mal foutue et remonter la pente à chaque fois, ça c'était terrible. Terrible, Oui, parce que vous avez commencé en fumant des pétards avec Keith Richards, mais après il y a eu les Amphètes, il y a eu les Mandrax, il y a eu l'Héros, enfin bon... Mais c'était l'époque, les gens venaient dans ma chambre ronde à l'hôtel Louisiane et me disaient « Il y a une nouvelle... cam qu'il faut essayer et on me sortait de la poudre et il y a eu des seringues, des trucs et puis c'était, à l'époque c'était festif. Et vous avez quand même failli faire une overdose à un moment, non? Oh, j'en ai fait plusieurs. Plusieurs. Vous en êtes sorti, quoi? Incroyable. Je dois avoir un ange gardien, une petite étoile quand même. Une petite étoile au-dessus de vous, oui. Alors voilà, il y a des époques plus ou moins bonnes. En 75, vous en êtes réduite à faire des striptease dans les foires avec Paquita Paquin. Ça, c'est quand même une époque... réduite, non. C'était un jeu. Oui. Ça m'amusait énormément. Oui. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça me faisait mon argent de poche. Ouais. Alors là, vous restez une égérie de l'underground, notamment à l'occasion de vos concerts au Palace, grande époque Fabrice Hébert, avec les branchés de l'époque. Vous faites partie de la bande de Lou Boutin, Pierre et Gilles, Pacadis, Eva Ionesco, Edwige. Enfin, vous êtes vraiment dans la bande du Palace, Tout à fait. Voilà. Et c'est peut-être pas un grand succès public, mais vous avez beaucoup de succès chez les branchés. Et oui, à Paris, oui. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de toute cette époque? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Mais je n'ai rien oublié. Ouais. Si c'était à refaire, Marie-France, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je ferais beaucoup moins de bêtises. Genre. Et... je ferais moins d'expérience et voilà, je toucherais moins à ça. J'ai perdu énormément de temps, énormément de temps. J'ai perdu des années, j'ai raté des opportunités incroyables de travail, des propositions magnifiques. Puis j'aurais fait aussi mon changement. Plus tôt? Plus tôt, beaucoup plus tôt. Ah oui, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis sentie tellement bien dans ma peau et j'ai pris la vie avec une sérénité jusqu'alors inconnue. Ouais. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? CJ. Oui. La Marie-France, chanteuse et artiste. Ah, c'est très bien. Chanteuse et actrice. Au revoir, merci. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup, Marie-France. Merci. Et maintenant, j'accueille André Gaillard. Allô Urbain, passez-moi l'Inter. C'est pas Urbain, c'est Paul. Alors passez-moi l'Inter, Paul. Allô Joseph, c'est Marie. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ce soir, je vais au ciné. Voir quoi? Les Vidas contre Ponce Pilate. Mais c'est un navet, Maria. Allô, aussi d'Artagnan. Oui. Voulez-vous dire à Milady que je passerai chercher à 2h? C'est impossible. Mais pourquoi? On ne peut pas chercher Milady à 14h. Allô, la reine d'Angleterre? Yes. Ici Catherine la Lumière. What? Allô, Philippe Bouvard? Lui-même. C'est vrai que vous allez faire les grosses têtes à Rome? Mais oui. Mais pourquoi? Parce que je veux devenir le Bouvard des Italiens.
Allô, Bernard Ponce? Non, il l'enduit. Tout le monde en a parlé à retrouver André Gaillard à Paris, dans le 15e arrondissement. À 83 ans, l'ex-moitié des frères ennemis vit dans une garçonnière perchée au 5e étage d'un immeuble. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Je suis content de vous voir. Sur les murs de son studio sont accrochés les souvenirs du duo qu'il formait avec Telly Vrigno dans les années 60 et 70. Le temps a passé, mais la dérision persiste. Non, ça sert à accrocher mes chemises, mais je devrais en faire d'après mon kiné. Voilà. La pièce maîtresse de la caverne d'André, c'est sa bibliothèque. Je range tellement bien les trucs que je les retrouve pas. Alors pour s'y retrouver, André a adopté un système très élaboré. J'ai représenté la bibliothèque. Et elle est pas numérotée, mais il y a l'alphabet. Alors si je veux chercher un bouquin, par exemple, la lettre T. Alors, la lettre T, elle est là. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est dans cette bibliothèque qu'André conserve quelques souvenirs, 20 ans d'une carrière dont il a passé le flambeau à ses 2 filles, toujours très proches de lui. À leur manière, elles rajeunissent les frères ennemis en formant les sœurs ennemies. La fille, ne vient pas, Sylvia. Non, mais j'ai regardé les sketchs des frères ennemis, mais depuis toute petite. Hein, on a actualisé certains termes, certains mots. Voilà le sketch des fantômes qu'elles ont fait. Oui, on reprend le sketch, c'est là qu'on fait un rap. Elle fait un rap à la fin. Ouais. Moi, j'étais dans le fond de la salle. Et les gens venaient me serrer la main en me disant qu'il y a une bonne continuité. C'est quand même important. Bonne journée. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Embrasse ta sœur. Ouais. Et ta mère. D'accord. Ah, c'est la moindre des choses. Au revoir. Loin des yeux, mais pas si loin du cœur, l'épouse d'André Gaillard vit à un autre étage. S'il a décidé de s'isoler, c'est notamment pour rédiger ses mémoires en toute tranquillité. Ça fait plus d'1 an que je suis dessus. Mais maintenant, j'étais un peu inquiet, mais comme j'ai appris qu'il y a des gens qui ont mis 3 ans pour écrire un bouquin, alors vraiment, je continue. Entre 2 lignes, André s'accorde un peu de bon temps dans son 15e arrondissement. L'humoriste y a ses habitudes et ses habitués. Ça va, le rugby? Oui, sauf samedi, ça allait moins bien. Oh merde. Allez, bonne journée. Au marché, j'ai des copains. Le boulanger, c'est un boulanger qui est là. Il y en a un autre, là en face, qui vient de s'installer. Mais la bonne femme est tellement aimable que je dirais plus. On m'a vendu un pain dégueulasse en plus. Et là, il va y avoir une petite boutique d'Alsacienne. Le spécialiste des joutes verbales fait toujours mouche et sa passion des mots le conduit régulièrement chez 2 voisines libraires. Très bien. Oh, très bien. De la mémoire, André Gaillard en a à revendre. Les libraires, ivres d'anecdotes, en ont d'ailleurs la tête qui tourne. Oui, qui veut protéger son père, ça, par rapport à moi, l'école communale. Et on est rentré chez moi, et qu'est-ce qu'on va faire en capitale, parce que on a l'ascenseur. Non, voilà. Mais c'est oui, non. Il rentre pas souvent parce qu'on travaille. Les demande. Alors il ose pas. On se fait des... Ah non. En fait, oui, quand il rentre, il faut avoir du temps devant. Voilà. Et à mon prochain passage. Au revoir. Eh bien, on va déjeuner dans un restaurant que je connais qui est très bien. Voilà, de la France. André nous emmène dans sa cantine, en face de la mairie de son quartier. Et la maîtresse des lieux est sa première fan. Bonjour mon amour. Toute mon enfance a été autour d'André pour une raison, c'est qu'avec mes grands-parents, je regardais l'émission de Maretti et Gilbert Carpentier et ils faisaient partie de toute cette époque-là. Voilà. Et c'est vraiment mon enfance. Et André n'est pas insensible au charme de la dame. Au revoir mon ange. Au revoir amour. Et encore régalé, hein. C'était très délicieux. Voilà. Tout se termine bien, je suis content, voilà. Vive la France, je vais aller travailler, menteur. André s'en retourne à ses mémoires. Souhaitons qu'elles soient pleines de ses bons mots et de l'esprit des frères ennemis. Et maintenant, la lumière se rallume sur André Gaillard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci. Alors André, vous êtes né le 19 décembre 1927 à Paris. Oui. Vous avez 83 ans. Alors, votre père, grand mutilé de la guerre de 14-18, donc il était gardien de square, parce qu'à l'époque, on donnait aux grands blessés des charges comme ça.
Vous êtes d'abord maquettiste publicitaire, vous faites des affiches de spectacles, notamment celle du premier spectacle de Barbara à l'Écluse. C'était drôle parce que à la fin d'un spectacle, elle râlait dans la salle. Alors je vais la voir, qu'est-ce qu'il y a? Oh, chez Marconi, il m'emmerde, il vole des photos sur les affiches. J'aime pas les photos. Ben, je dis, je peux te faire une maquette. Ben voilà. Ah ben voilà, fais-moi une maquette, apporte-moi ça demain. Parce qu'elle était comme ça. Le lendemain, je lui apporte 2 maquettes, c'est ça que je veux. Ouais. Alors demain, on va se répartir. Et puis je suis pas. Voilà, c'était à la fois la pochette du disque, à la fois l'affiche du spectacle. Voilà, exactement. Alors, ce genre d'expérience, plus le fait d'habiter rue de Vanves, pas loin de la rue de la Gaîté, où il y avait 3 music-halls, la Gaîté, Bobino, le Casino Montparnasse, tout ça vous donne envie de monter sur les planches. Alors au début, c'est le théâtre, ensuite, ça sera la scène. Et ce qui est terrible, c'est la réaction de vos parents. Votre mère vous dit « tu es fou », et votre père éclate de rire quand même. Alors d'abord, mon père a dit « bon, bah d'abord, travaille à l'école et puis trouve un métier après. » Voilà. Et puis, vous allez faire une rencontre qui va changer votre vie. En 1949, vous faites votre service militaire en Allemagne, lorsque vous rencontrez un type que vous qualifiez de merveilleux, Teddy Vrignot. Oui. Vous vous souvenez de votre première rencontre? Il était dans le 2e escadron, j'étais dans le 3e, et puis on était nommés brigadiers, tous les deux, et puis là, on avait nos conversations étaient... sans être les mêmes, il y avait des par exemple, moi j'adorais Alphonse Allais et Renard, lui c'était Burois, mais il y avait toujours cette chose-là. Et puis, bon, on a passé je sais pas, des vacances presque. Alors voilà, à l'armée, avec Teddy, vous montez un numéro, ensuite il quitte l'armée avant vous, vous perdez de vue, et miracle, vous vous retrouvez par hasard sur les Champs-Élysées. Oui. Teddy est déguisé en indien, enfin il est torse nu, il a des plumes partout, et il distribue des prospectus pour le film Les Tuniques Rouges, voilà, donc oui. Miracle. Oui, il avait une plume derrière la tête, et il distribuait torse nu, machin, etc. Alors on tombait dans les bras l'un de l'autre, qu'est-ce que tu fais? Moi je fais ça, et toi? Et lui il suivait des cours de théâtre, et moi j'en avais suivi aussi en même temps, et on a dit on va suivre des cours de théâtre. Voilà. Et là, vous vous apercevez très vite que vous aimez effectivement les mêmes auteurs, les mêmes histoires. Vous n'avez pas exactement le même humour, mais la dissemblance entre vous fonctionne très bien en fait. Par exemple, une chose toute simple. On est en voiture, c'est lui qui conduisait, moi je ne conduisais pas, et un feu rouge, il y a une voiture qui s'arrête. On regarde, il y a un bonhomme quelconque. On le regarde tous les deux sans se concerter, et on éclate de rire. Ouais. Parce que ce type avait quelque chose qui nous a fait rire en même temps. Vous étiez sur des détails, quoi. La même longueur d'onde. Alors, vous débutez ensemble sur scène en janvier 54 à l'Écluse. Au début, vous parodiez des chansons dramatiques des années 1900, mais on vous conseille d'écrire des sketchs, et c'est là que vous trouvez le secret de votre humour qui est très particulier, en fait, parce que tout est basé sur un rythme très rapide, sur des jeux de mots. Il y a un ami qui m'a dit, vous êtes marrant, qui parle 4 langues, lui. Il m'a dit, c'est drôle, vous écrivez l'anglais en français. Oui, c'est vrai, c'est très anglo-saxon, tout à fait. Oui, à chaque fois, et on était flattés, parce que quand on voyait les textes de Groucho, machin, de ça... Alors, tous les sketchs sont écrits à 2, vous êtes parfaitement complémentaires, et puis vous improvisez à partir d'un objet, d'un mot, comme ça, sans censure, vous vous laissez aller, quoi. Je me souviens d'un truc, pendant 2 heures, on a improvisé. Et on s'est marré, mais vraiment, on s'est marré, on a fermé le truc, on a écrit autre chose. Ouais. Ça vient d'où le nom Frères Ennemis? Ah ben, j'étais chez Teddy, place des Ternes, et puis on s'était appelé au début Gismond et Gisbert, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais. Et là, on dit, quand même, il y a les frères Jacques, et puis bon, et on regarde dans la bibliothèque, on voit un film des frères Tarot, la chronique des Frères Ennemis. Et ben, les Frères Ennemis, youplari. C'est formidable. Alors, le succès arrive avec les années 60. On vous demande, même en 1964, de jouer votre propre rôle au cinéma dans Chercher l'idole de Boiron, avec Johnny Hallyday. Enfin, bon, c'est vraiment la gloire. Avec Gérard Pires, vous ferez Elle court, la banlieue. Et puis avec Jean-Yann aussi, vous avez fait 3 films avec Jean-Yann. Ah oui. Alors, vous avez énormément de succès à cette époque. Est-ce que vous pensez que le succès est arrivé vite? On a eu la chance de naître à Saint-Germain-des-Prés. Ouais. C'était formidable. Ouais. C'était fantastique. On avait des textes, effectivement, on déformait des textes pour ne pas dire comme tout le monde, déjà. Ouais, et ça fonctionnait. Ça marchait très, très bien. Alors, vos parents ont réagi comment? Parce que quand
Là, cette fois, ils étaient contents, non? Oh, ils étaient heureux comme tout. Ouais. Ils sont venus nous voir à Bobino. Ouais. C'était la grande joie. Vos relations avec les journaux, ça se passait comment à l'époque? Ça se passait bien? Oh oui. Ouais. Oh oui, oui, très très bien. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? On a bien vécu. Ouais. On a bien vécu. J'ai acheté une maison à la campagne. Ouais. Lui, il a acheté aussi un truc, je sais plus où, en Lorraine, je sais pas. Ouais. Mais ça allait très bien. Ouais, ça marchait bien. Ah bah oui, absolument. Et les filles, ça se passait comment? Bah, les filles, bien. Mais Teddy était un type très, très timide. Les filles, il attirait beaucoup les filles. Et à chaque fois, je le faisais remarquer parce qu'il n'avait pas attention du tout. Et vous? Moi, oui, j'étais... Ouais. Ça tombait ou ça tombait pas, je m'en foutais. Ouais. Mais ce qui a beaucoup compté, c'est mon métier, moi. Ouais. C'était important. Ouais. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque? Il y a des moments formidables, c'est à l'Olympia. On avait un sketch qui terminait par la tombola. Et puis, un jour, je sais pas, le numéro 906 gagne un Graal. Alors, ça fait marrer les gens, et ça durait 1 minute. Ouais. Et le sketch, au début, faisait donc 3 minutes, plus 1 minute, ça faisait 4. À l'Olympia, le soir de la Générale, ça fait 8 minutes. Parce que les types pliés, Teddy, on ne pouvait plus, parce qu'il faisait le type qui ne comprenait pas. Et puis moi, je parlais en grommelot, en racontant une histoire. Oui, alors lui, tu ronfles le fait, je dis, voilà, dès que tu veux. J'adore. Et quel était le pire moment de cette époque? Moi, j'ai une chose, j'ai été engagé chez Marceau. Ouais. Et lui aussi. Mais lui, il n'était pas très pour faire ça. Non, il n'était pas fait pour ça. Voilà, et puis un jour, après 30 ans de carrière et 750 sketchs, le 1er novembre 1984, Freddy Vigneault disparaît sans laisser la moindre trace. Un matin, il sort de chez lui au volant de sa 504 Peugeot, en n'emportant que des objets, en laissant son chéquier. On ne l'a plus jamais revu, l'enquête n'a jamais été officiellement close. Voilà. En fait, quelqu'un qui disparaît, c'est tout. C'est la mort, c'est l'assassinat, c'est machin, tout ça. Moi, dans mon esprit, d'ailleurs, dans le quid qui paraissait à l'époque, il y avait marqué André Gaillard, les frères aînés André Gaillard, Teddy Vigneault, disparu. Il ne mettait pas mort. Bah oui. Tu vois, alors, ça a été... on m'a dit des choses trop tard. On m'a dit des choses qui auraient pu me servir en parlant avec la police, parce que des choses que je ne connaissais pas. Où il allait dormir chez la grand-mère d'une femme que je connaissais, un docteur. J'ai jamais su qu'il dormait à Puteaux. Il m'a jamais dit ça. Il disparaissait. Il jouait de la guitare, et puis il foutait le camp, il laissait sa femme et tout ça. Et un jour, vous croyez l'apercevoir dans la rue? Ah oui, c'était... Et elle, et en tout, l'apercevoir, les deux. Ils sont devant une vitrine, dans la rue Duplex, et moi je suis à 100 mètres, même pas 60 mètres de là. Je regarde, mais figé, hein. C'est vraiment... Il se retourne, c'était ni l'un ni l'autre. Et je suis rentré chez moi, je me fais mes courses. Vous dites, j'ai longtemps cherché le sommeil après sa disparition. Ah oui, oui. Vous dites, sa disparition m'a mutilé. Oui, et vous savez, il y a une chose importante, c'est Colette Duval. Colette Duval, la championne du monde de saut en parachute, et qu'on avait prise comme régisseur. Et elle était extraordinaire. Elle était en coulisses. Et s'il y en a un qui se trompait, elle envoyait le machin. Alors, mais c'était drôle, bonne ambiance. Quand il a disparu, tous les copains m'ont dit, il faut que tu trouves un partenaire, c'est ça, tu vas tomber. Oui, mais trouver un partenaire, on a travaillé 34 ans ensemble, on ne trouve pas un partenaire tout de suite, même s'il a du talent. Alors je cherchais, et puis je connais les Français. Si j'en avais trouvé un autre, ils auraient dit, oh, Teddy était meilleur. Voilà. Et d'un seul coup, je dis à Colette, tu vas le remplacer. Elle m'a dit, jamais fait de scène. J'ai dit, tu vas en faire. Et elle a remplacé Teddy d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. On a débuté au Caveau de la République, devant 300 personnes, et j'ai eu la chance que le Luron rencontre une amie, il demande comment ça va, ils ont monté un numéro, et ça marche. Elle dit, c'est dur, qu'est-ce qu'on peut faire, à dire le Luron? Et un mois après, son producteur m'appelait, André, voulez-vous faire un gala avec le Luron? Oui, monsieur. Et on est arrivé sous un chapiteau de 4000 personnes. J'ai vu rentrer Coco devant moi,
Alors elle était habillée en noir et blanc comme ça, mais avec talons aiguilles. Alors je l'ai regardé marcher, je dis c'est pas possible, elle est déjà venue. Ouais. Et on a fait les mêmes rendements qu'avec Teddy. Tout est tombé mais à la seconde. André, pourquoi vous n'avez pas continué avec elle alors? Elle est décédée, 4 ans après d'un 4e cancer. Ah ben dis donc. Sur Teddy, quelle est l'hypothèse aujourd'hui qui vous semble la plus vraisemblable en fait? Moi, il me racontait pas sa vie avec sa femme. Les copains de Montmartre me la racontaient. Ça me réjouissait pas tellement. Et quand même, les gars me disaient, mais quand même, tu travailles avec lui, essaye de lui faire comprendre que... Mais c'était extraordinaire tellement on se connaissait, vous allez voir. On répétait tous les jours de 10h du matin à 13h. Il vient un jour, et puis on fait petit déjeuner, machin, puis on parle de tout et de rien. Et il me dit, quoi de neuf? Je dis rien, puis d'un seul coup, je dis, j'ai improvise un truc. Alors si, il dit, j'ai un copain des arts appliqués qui m'a téléphoné, il y a une paille que je n'avais pas entendu parler de lui, il y a des problèmes avec sa bonne femme, tu sais, et on est parti sur la bonne femme. Il m'a posé des questions sur la bonne femme, sachant que c'était lui. Vous pensez qu'il a pu partir parce qu'il n'osait pas divorcer, par exemple? Il avait épousé pour le pire et le meilleur. Donc peut-être que plutôt que supporter cette vie maritale qui lui convenait pas, il est peut-être parti refaire sa vie ailleurs. C'est possible. Vous pensez qu'il s'est suicidé? Non. Je crois pas. Je crois pas. Vous savez, dans cette situation dans laquelle je me trouve, on peut tout supposer. Bien sûr, bien sûr. Tout. Il est peut-être toujours en vie parce que finalement, vous aviez quoi, un âge, un an, vous aviez un an de différence. Oui, c'est ce que je me dis d'ailleurs. On se rencontrera peut-être pas, mais c'est ce que je me dis. C'est bizarre cette histoire. Et s'il revenait là, vous lui diriez quoi? D'abord, bonjour. C'est le paiement des politesses. Normal, oui. Mais je crois qu'on tomberait dans les bras l'un de l'autre. C'était des choses qu'il n'était pas... il n'était pas dans... Moi j'embrasse mon père, ma mère, tout ça. Je crois qu'il n'avait pas cette attitude-là en famille. Et il ne l'avait pas dans le métier. Bon, vous savez comment c'est le métier, on s'embrasse. Même un mec qu'on déteste, boum, boum. Bon, mais là, lui, il était dur comme ça. Il chantait des muscles, mais tendu tout le temps. Il a peut-être craqué. Vous lui en voulez d'avoir détruit votre duo? Surtout quand Colette a décédé. Et j'avais un copain qui m'a dit, lorsque Colette est décédée, et que Teddy avait disparu, il m'a dit, c'est dur de travailler avec toi. C'est sûr. Alors, vous poursuivez votre carrière au théâtre, au cinéma, vous faites les grosses têtes d'RTL. Et alors, ce qui est formidable dans votre histoire, c'est que votre grande consolation, c'est quand vos deux filles, Sylvia et Valérie Gaillard, reprennent les sketchs des frères ennemis sous le nom des sœurs ennemies. Oui. Ça, c'est formidable. Oui. Elles m'ont épaté. Quelle satisfaction. Alors, aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque-là, la grande époque avec Teddy? Fait partie de ma vie. Ça a été ma vie. Alors, André, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil dans cette vie? Il y a à faire. Vous reprendriez la même vie avec Teddy, malgré ce qui s'est passé? Oui, certainement. S'il était d'accord. Il n'y a qu'avec lui. Remonter à quelqu'un, c'est pas possible. De toute façon, on peut pas... Alors, j'espère que ce sera le plus tard possible, mais le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe comme épitaphe? Ici, c'est l'au-delà de mes espérances. Ah oui. C'est bien. Merci André. C'est très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était Tout le monde en a parlé. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.